Salam alaikum, Azul, bonsoir. Lorsqu'on remue la boue du marigot, l'eau en devient tellement trouble que l'on ne peut plus rien distinguer de ce qui évolue. En temps révolutionnaire, les régimes contestés savent très bien que le pacifisme, la cohésion des rangs, la transparence et la lucidité leur sont mortelles. Autant parce que toute leur turpitude apparaissent alors dans toute leur sinistre ampleur, que parce que le calme permet la cohésion de ceux qui les dénoncent et les contestent. C'est le cas aujourd'hui en Algérie. La situation y est tellement agitée, tourmentée, laborieusement et à dessein, qu'il en devient impossible d'en comprendre quoi que ce soit de ce qui s'y passe. C'est généralement à cause de cette confusion, de cette opacité, que les capacités d'analyse de la société s'estompent, que l'expression de ces intellectuels y devient inaudible et que les opinions s'y fourvoient dans les impasses du doute. C'est une méthode éculée, mais très éprouvée, de ce régime qui y a toujours recouru. Actionner ces agents de la subversion et de la propagande et propager la discorde par tous ces relais pour semer le trouble et la suspicion, attiser les susceptibilités idéologiques, identitaires et tout ce qui peut susciter la polémique et l'exécration de l'autre pour lui faire peur, lui faire craindre le pire, lui brandir le spectre de tout ce qu'il redoute, tout particulièrement celui de l'obscurantisme et du terrorisme. Et dans une savante division du travail, le régime met en place plusieurs fronts dont les uns peuvent ne pas être d'accord avec les autres, qui peuvent même être antagonistes, qui peuvent même être antagonistes et ne pas être dans les mêmes ancrages les uns que les autres, et même parfois tout à fait opposés, alors qu'ils sont les exécutants d'un même ordonnateur. Et c'est ainsi que dans une parfaite orchestration, pendant que les uns agissent sous la bannière des Nofambariya Badisiya, qui agitent le spectre de la main étrangère, les autres recourent à celui de l'intégrisme. Tout est bon dans le mouton. L'important pour cette contre-révolution est de briser l'homogénéité d'un Hirak uni. Parce que uni, il fera tomber le régime. La seule possibilité pour ce régime de l'en empêcher est de l'éparpiller, voire même de dresser ceux qui le constituent les uns contre les autres jusqu'à leur faire préférer le régime honni aux sombres perspectives qu'on leur dessine. Et c'est bien pour cela que les activistes rompus à la lutte contre le régime sont tous en train d'appeler à la seule réaction qui vaille, le calme et l'apaisement.
Algérie, l'insidieuse combinaison du corona et de la subversion. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, par ordre alphabétique, Abdou Benjoudi, analyste politique Paris, Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques Paris, Jamila Harshawi, orthopédagogue Canada. Et nous allons commencer par Jamila Harshawi, bien sûr. Les femmes d'abord, comme on dit. Alors, Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Allô. Alembek Jamila, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Salam alaikum à tous les téléspectateurs et vos invités. Azul, marhaba. Alors Jamila, tout à l'heure on discutait au téléphone, il m'avait suggéré d'inviter les gens de l'autre bord, de l'autre trottoir, si je peux dire. Je vous avais dit que c'était ce que nous étions en train de faire. Effectivement, nous en avons appelé plusieurs de ceux que nous connaissons comme étant les plus actifs de l'autre côté, sans pour autant les accuser d'être les agents de la subversion, mais ils sont objectivement dans le côté de ceux qui sont en train de s'agiter des épouvantails. Nous voulions écouter leur avis, voir ce qu'ils pensent de la situation. Peut-être qu'après tout, c'est eux qui ont raison. Nous ne demandons qu'à ceux qui nous en convainquent. Et donc l'invitation reste valable pour ceux d'entre eux qui souhaitent participer. Je rappelle que cette émission est en direct, qu'il n'y a aucune bride éditoriale, que nous ne tentons d'orienter personne et que tout un chacun est libre de s'exprimer dans toutes les limites de la correction, bien sûr. Jamila Harshawi, alors, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Depuis le début du Hirak jusqu'à ces dernières semaines, tout allait bien. Tous les gens regardaient dans la même direction, vers les mêmes horizons, tout le monde était hirakiste, et puis d'un seul coup, voici qu'est venu le temps des procès d'intention, de l'agitation d'épouvantail et d'autres. Qu'est-ce qui se passe, Jamila Harshawi? Vous savez, ce qui se passe, en fait, ce qu'on peut appeler communément la contre-révolution, à mon sens, la contre-révolution, elle a commencé au moment où Gaïd Salah a fait son discours, en fait, le jour où il a dit Morar Bihim. C'était la contre-révolution. Moi, j'ai compris que c'était à ce moment-là qu'elle avait commencé. Et puis, on avait vu aussi des personnes dont je ne citerai pas le nom sur Internet qui ont commencé à agiter le complot. Entre autres, il y a une femme qui faisait le buzz, qui ne fonctionnait qu'avec le buzz. Et après, c'était la question du drapeau. Vous pouvez la citer à charge de revanche pour nous, qu'elle a le droit de venir vous répondre. Mais vous pouvez la citer si vous le souhaitez. C'est Naïma Salhi, je veux dire, elle fonctionne qu'avec le buzz, elle ne peut pas survivre autrement. Et donc, elle manipule les jeunes. Et puis, donc, ça a commencé avec l'histoire du drapeau, donc la division, voilà. Et puis, ça n'a pas fini. Après, c'était la campagne contre les Kabyles. Ensuite, le mot valise qu'ils ont créé, qu'ils ont inventé, le mot zouave, dans lequel on peut foutre n'importe quoi, un peu comme ce que fait l'extrême droite en Europe. L'extrême droite, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Une fois, j'ai vu un reportage où, quand ils organisent des manifestations, en fait, ils disent même pas c'est quoi l'objectif de la manif pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tous ceux qui sont en colère, tout celui qui est au chômage, qui a de la colère, qui n'en peut plus, il va se retrouver dans cette manif. Puis il y avait un journaliste qui se mettait à les questionner. Qu'est-ce que vous faites ici? Personne n'était capable. Ils savaient même pas qu'ils étaient avec une manif de l'extrême droite, en fait. Donc c'est pour ça que l'objet, en fait, pourquoi ils créent ces mots valises, un peu comme le mot islamiste. Mais le nouveau, Jamila Harshawi, ce qui est nouveau, c'est vrai que la contre-révolution a commencé dès le lendemain du Hirak, nous en rappelons très bien. Mais c'était le fait de gens qui appartiennent ouvertement au régime. Mais il y a quelques semaines maintenant, ce sont des gens qui étaient vraisemblablement et visiblement des hirakistes, qui du coup et d'un coup et de façon massive, quasiment orchestrée, semble-t-il, se soient mis à attaquer des clans, des camps, des tendances et d'autres du Hirak.
Eh bien oui, vous savez, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai entendu parler des gens qui n'aiment pas du tout, je veux dire Rachad, je veux dire le mouvement Rachad, qui ne sont ni d'obédience islamique, ni absolument rien, je veux dire, mais qui étaient complètement stupéfaits de cette attaque groupée et synchronisée. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça saute aux yeux. Je veux dire, même quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, il va se poser des questions, mais s'interroger. Mais comment se fait-il que c'est X, Y, au début, ça a commencé, donc, il y a eu même, ils ont essayé d'agiter, en fait, la question des mosquées, donc il y a eu un certain, Hamed Esh qui commençait à parler de ça. Au début, c'était la mouture, entre autres, de la Constitution, avec laquelle il y avait le Bismillah qui revenait, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de recycler les anciennes méthodes. C'est-à-dire que ce régime, en fait, il est en train de démontrer chaque jour qu'il est à bout de souffle. Donc le régime, il est complètement à bout de souffle. Il est même pas capable d'être créatif, d'être inventif ou de créer une stratégie, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est la contradiction totale. Alors, et restez avec nous, Jamila. Je vais faire un tour de micro pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Abdou Benjoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Abdou, même question que je suis tenté de vous poser que celle de Jamila. Alors, Azouf Laoun, salam alaikum, bonsoir. En fait, ce qu'avait dit Jamila est totalement vrai. La contre-révolution avait commencé avec ses propos racistes, cette façon de vouloir amadouer une infime minorité raciste en Algérie et désigner la Kabylie comme étant le problème de l'Algérie, et ça a continué après. Ce qui a amplifié ce phénomène aujourd'hui, parce que c'est quand même du temps est passé, ce qui a amplifié ce phénomène, c'est l'absence de l'arbitre finalement. C'est l'arrêt des marches a fait que ça a créé un vide. Et ce vide-là, au lieu qu'il soit rempli par un travail de fond, un vrai travail de fond par rapport aux feuilles de route, par rapport à pas mal de procédures révolutionnaires, si j'ose dire, de trouver des pans, de trouver le moyen de peser mieux, de réinventer le hirak, de retrouver la façon la plus efficace de mettre plus de pression. Eh bien, certains ont eu la fameuse idée d'aller dans un débat idéologique. Ce débat idéologique aujourd'hui, qui n'en est pas un, c'est un faux débat, et moi je suis parmi ceux qui sont intransigeants là-dessus. Enfin, mon opinion est tranchée là-dessus. Et je le dis depuis pas moins d'une année, je l'ai dit et je le répète, les temps ont changé. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, moi qui suis, et je fais pas dans la lutte intergénérationnelle, hein, c'est nullement ça, mais je dis quand même que nous ne sommes pas obligés d'hériter des mêmes paradigmes, des mêmes outils qu'utilisaient les anciens, l'ancienne génération, par rapport aux années 90 pour aborder la société aujourd'hui. Je ne suis pas obligé d'hériter de ça. Pas la peine qu'on nous fasse le procès d'intention et qu'on nous parle des années 90. Nous avons tous vécu ces années-là, chacun dans son petit coin. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a une confusion de concepts. Il y a une confusion et ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a forcément raison. Ce n'est pas celui qui crie sur tous les toits qu'il est progressiste ou démocrate, il l'est forcément. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La démocratie, d'abord, ce sont des actes. Nous avons essayé une méthode. Cette agitation, on la connaît. Moi, j'appelle ça tout simplement de l'agitation, mais j'expliquerai plus tard pour qu'on ne prenne pas ce petit bout de phrase et qu'on le republie plus tard hors contexte. J'expliquerai plus tard comment, et puis chez beaucoup de personnes qui voudraient ce débat-là, quelles sont les réelles motivations de certains qui, moi, je considère de bonne foi. Ils ont totalement le droit de se poser des questions, au moins par souci de clarté ou par peur ou j'en sais quelle autre raison légitime. Mais il y a aussi, il faudrait le dire, des gens qui ont des calculs politiciens, qui voudraient, derrière cette façon de faire, d'en finir avec le hirak et d'aller plutôt dans une autre sorte de combat, plus corporatiste, plus limité, moins populaire comme on l'a connu, et moins large
comme on l'a connu, pour décrocher des petites victoires. Mais justement, Abdo, c'est très important ce que vous venez de souligner là. Effectivement, s'il y a des agents qui ont été missionnés pour essayer d'attiser un peu le feu de la discorde, c'est de la subversion, rien de moins. Il y a par contre beaucoup de gens qui y sont sensibles, mais qui réagissent plus par peur des lendemains, parce que il faut le reconnaître, l'épouvantail est épouvantable, hein, si je peux dire, et que les gens ont réellement peur de l'islamisme, d'un certain islamisme, d'un certain intégrisme, pour être plus précis. Comment faire pour convaincre ces gens qui sont devenus en quelque sorte la base militante de ceux qui les agitent, comment faire pour leur faire comprendre que l'essentiel n'est pas d'avoir peur, n'est pas de réagir dans la peur, mais l'essentiel est de mettre en place des cadres politiques qui puissent prémunir l'avenir d'une quelconque déviation, d'un quelconque surf sur la vague du Hirak. Par ma petite expérience, ma modeste expérience dans ce milieu-là, j'ai compris que les Algériens aiment ceux qui les écoutent et respectent énormément ceux qui sont pédagogues avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop, Ternet algérienne, on la connaît, ils n'aiment pas qu'on vienne comme ça avec un modèle tout fait, tout figé, de dire voilà, c'est la voie, il faudrait la prendre, sinon t'es islamiste ou t'es un laïcard ou je sais quel autre qualificatif péjoratif, je dirais. Aujourd'hui, et je l'ai dit il y a 2 jours à la place de la République, et je l'ai répété aujourd'hui, et je le répète encore. Effectivement, il y a une partie des Algériens qui ont cette peur, et on peut partager cette peur parce qu'effectivement, il y a un traumatisme, nous l'avons tous vécu. Par peur ou par souci de clarté, il y a des gens qui voudraient savoir plus, et ça, effectivement, on peut capitaliser là-dessus afin de rapprocher les différents acteurs politiques, les différentes idéologies, et de discuter sur un fond commun. Ceci n'est absolument pas un problème. Ce qui poserait problème, c'est juste une question de timing, une question d'agenda. Quelle est la priorité aujourd'hui et comment l'expliquer? Et je suis sûr qu'en plus tard, on va parler, parce que j'ai vraiment envie de rentrer dans les... Oui, on va y revenir dans le détail et en profondeur. Moussaab Hamoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Bonsoir à vous, aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Alors, même question que celle des autres invités, pour les autres invités. Bien sûr, quand la rue est vide, ou c'est vidé à dessein, il y a naturellement, il n'y a plus les revendications politiques qui sont habitués, scandés, revendiqués, et il n'y a plus la formulation d'un positionnement politique. Donc, qu'est-ce que cela fait? Surtout avec la présence actuelle des réseaux sociaux, on va dans le phénomène du buzz et des bulles, et donc créer un discours. Rappelons que le Hirak dans la rue était de revendications purement politiques. Quand il s'est confiné, il s'est transformé dans les réseaux sociaux à un discours, à une activité, à une action sociale et solidaire. Donc il a délaissé le côté politique. Dans cela, le régime s'est ressaisi et il a essayé de formuler un discours politique sur les réseaux sociaux pendant que la rue est vide. C'est-à-dire que, grosso modo, le jour où la rue reprendra, tout ça sera du creux. Maintenant, le jeu du régime est simple finalement, parce qu'il a réveillé des cellules dormantes. Réveillé, c'est-à-dire à chaque fois qu'il l'a fait dormir et qu'il l'a fait réveiller, parce que les têtes ou les gens qui se prononcent pour essayer de porter un coup au Hirak sont des experts de l'infiltration, ils sont connus, ils ont un historique. Donc, le régime essaye de faire une mise en route de l'ancienne machine. Et c'est pour cela qu'il a récupéré les toufiqistes, les anciens du DRS, sauf que, et cela est cocasse parce qu'il ne fait pas craindre, parce qu'il y en a qui ont peur, mais c'est une crainte injustifiée. Ils oublient qu'actuellement, les restes du DRS, les reliques du DRS, c'est un presque corps sans la tête. C'est-à-dire que c'est les vieilles manigances, les attaques groupées, donc le clivage idéologique en insistant sur ce détail, surtout là aussi la création d'un ennemi de préférence islamiste, et bien sûr le pillage et le gaspillage de l'argent public pour du lobbying. On l'a vu avec cette histoire du Washington Times qui est dupliquée avec l'opinion au cours de cette semaine. Donc tout ça ne doit pas faire peur, ce sont des bulles. Il y a de l'agitation, certainement,
mais l'objectif est clair, c'est de faire un jeu qui est très ancien. Les tawfiqistes ne font pas peur parce que c'est des tawfiqistes sans tawfiq. Shafiq Misbah n'arrive pas à inventer. Il n'y a plus quelqu'un qui planifie, qui invente. Est-ce que tout cela ne procède-t-il pas d'une très large démarche qui recourt à plusieurs méthodes? Par exemple, ce reconfinement, ce couvre-feu sur 29 wilayats, est-ce que tout cela ne procède pas de la même stratégie qui tente donc de tuer le Hirak tout simplement? Prolonger le confinement, c'est pour gagner plus de temps. Mais sinon, les manigances qui se faufilent ou qui se trament sont connues. C'est l'attaque groupée divisée en clivage idéologique, création de l'ennemi et essayer de faire du lobbying auprès de l'opinion internationale. Sauf que ces trois éléments, et il n'y aura pas d'autres, sont très démasqués, sont connus, parce que même pour le clivage idéologique, on sait que dans la population algérienne, la vraie, pas sur les réseaux sociaux où s'agitent les débats, dans la vraie vie, ils sont ajournés. Tout le monde sait qu'ils sont ajournés puisque les islamistes ont des craintes par rapport aux progressistes. Ils les ont ajournés. Les progressistes ont des craintes et des peurs envers les islamistes. Ils les ont ajournés parce qu'ils savent qu'ils doivent faire front commun de civils, de citoyens pour se débarrasser du vrai ennemi de la nation qui est la police politique et le régime militaire armé. Quant à la fabrication de l'ennemi islamiste, c'est pas très possible parce que ça n'a pas échoué, et puis aussi il y a la couverture internationale qui a tranché l'affaire. Elle a rendu son verdict puisque tous les journaux internationaux, toute la presse, toute l'opinion internationale sait que le Hirak algérien n'est pas islamiste, n'est pas progressiste, il est purement citoyen, que c'est une révolution des temps modernes, c'est une nouvelle forme de revendication qui fera école lorsqu'elle se transformera en objet historique. Donc, et restez avec nous, Mossab. Alors, rapidement, oui, pour le lobbying, ils font dans la médiocrité. Très bien. Alors, Jamila Harshawi, vous qui êtes l'une des activistes les plus en vue, les plus visibles du Hirak depuis le Canada, avec nos amis Adel Jabbar, Hassan Moussi et les autres, il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Comment cette subversion, cette méthode d'essayer d'éparpiller le Hirak, de le disperser en montant les uns contre les autres, en usant de susceptibilité d'autres, comment est-il passé de l'anti-kabylisme, parce que la Kabylie est la région la plus frondeuse, la plus contestatrice, la plus politisée du pays, celle qui est un peu le cœur battant du Hirak avec l'Algérois, avec l'Oranais, avec le Constantinois. Comment cette subversion a-t-elle pu passer du zouave, comme ils disent, de la stigmatisation du kabyle, à celle de l'islamiste? Pourquoi à ce moment-là, quand ils utilisaient l'anti-kabylisme, on n'entendait quasiment rien du tout contre l'islamisme? Et puis que maintenant, c'est né d'un seul coup. On n'entend plus parler de l'anti-kabylisme, on n'entend parler que de de l'anti-intégrisme. Est-ce que parce que le premier n'a pas eu d'effet, n'a pas eu de résultat, qu'il faut passer à autre chose de plus porteur? Ou est-ce que c'est une stratégie qu'il faut diviser les uns après les autres? À votre avis? Moi, je pense, en fait, à mon humble avis, je pense que les premiers ont été utilisés beaucoup plus pour les élections. Donc, ils voulaient attirer donc du monde. Ils ont dupé pas mal de personnes. D'ailleurs, on voit des gens qui ont voté pour Tebboune, qui sont en train de pleurer et qui sont en train de regretter, en fait, qui sont en train de regretter, de l'exprimer en plus tout haut sur les réseaux sociaux. Et il y a également un phénomène, en fait, que je vais vous raconter une petite anecdote. D'ailleurs, j'ai un enregistrement que j'ai dû garder quelque part. Ce sont des militants du MAC, ici au Canada, qui portaient à un moment donné le drapeau donc du MAC. Puis après, les gens les ont interceptés. D'ailleurs, même moi, j'ai discuté avec eux. Sereinement, donc comme des frères. Donc il y a aucun souci. Hein. Sur le terrain, on discute vraiment de façon sereine. C'est pas du tout les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux. Attention, hein. C'est vrai qu'il y a certains qui sont agressifs. Je dis bon, ça existe, hein, donc ça dépend des contextes. Mais surtout d'autant plus que nous sommes dans un pays de droit, donc on discute normalement. Et puis il y a des gens qui leur ont reproché d'être dans le Hirak avec le drapeau du MAC.
Et puis, figurez-vous qu'une semaine après, ils sont venus avec des drapeaux algériens et ils étaient avec nous, donc main dans la main. Et je pense que ça a dû aussi faire un... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont venus avec un drapeau algérien pour pouvoir être présents, ça veut dire pour ne pas être rejetés, ou est-ce que parce qu'ils ont fait défection à leur parti d'origine? Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je pense que c'est une désertion parce que je les revois très souvent avec le drapeau berbère. Ils sont là à chanter, à être avec nous. Je pense que ça a fait un séisme en fait, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Et là, on voit ce qu'on constate en fait, c'est que le pouvoir, on voit qu'ils sont en train de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que, comment vous dire, là on est dans l'intelligence artificielle, on est dans les réseaux sociaux, vous trouvez des enfants de 6 ans, de 4 ans, de 10 ans qui sont qui manipulent l'Internet comme pas possible, puis vous voyez un pouvoir qui est complètement archaïque, qui est en train de faire du marche arrière, c'est-à-dire, ça me rappelle un peu les chameaux qui étaient sur la place Tahrir. Donc les jeunes qui sont sortis faire la révolution, puis ils n'ont rien trouvé de mieux que d'apporter des chameaux et de les tabasser comme ça au-dessus des... C'est fou. Des chameaux? Des chameaux? Ouais. Ça veut dire que c'est le symbole des Arabes ou des musulmans, c'est ça? Non, c'est pas une question de symbole des musulmans, mais sur la place Tahrir, c'est-à-dire qu'ils utilisaient donc les chameaux. Ah oui, vous parlez des Baltagia qui sont venus à dos de chameaux attaquer... Oui, je me rappelle. Pardon, j'ai mal compris. Avec des bâtons à la main, et puis c'est ça. Donc, c'est des régimes qui sont complètement à bout de souffle. Oui, mais comment chez nous sont-ils passés, les gens de la subversion, des attaques contre les Kabyles, pour essayer de les distinguer des autres, au temps de Gaït Saleh notamment, ça a été très très fort à ce moment-là. Comment sont-ils passés de cette stigmatisation ciblée à une autre stigmatisation ciblée qui est beaucoup plus idéologique? Parce que c'était un pétard mouillé, parce que rien ne marche en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'un peuple qui est complètement, qui est très conscient, qui est très lucide, qui est en avance, qui avance avec son temps. On est en phase avec notre époque. Et là, on a affaire à un pouvoir qui n'est même pas capable de se recycler lui-même de l'intérieur. C'est-à-dire, on voit pourquoi ils ont gardé finalement Bouteflika jusqu'au 5e mandat, parce qu'ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont plus c'est un pouvoir qui n'est même plus capable de se régénérer. Ils ne trouvent personne, en fait, pour... vous voyez bien, les énergumènes que l'on voit tous les jours. Ça prouve... Et est-ce que réellement nous avons affaire, comme on les appelle maintenant sur les réseaux sociaux, à des Tawfiq Boys sans Tawfiq? C'est sûr qu'il y a des agents, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dupées, des personnes qui sont, qui sont, ils sont dupés par l'aspect sentimental. Donc là, on essaye de le chatouiller avec la fibre islamique, l'autre on essaye de le chatouiller avec la fibre kabyle, l'autre... Vous savez, je vais vous dire une chose, par exemple, tout cela en fait, moi en fait, je me réfère un peu à mes études psychologiques en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de travail de mémoire, il n'y a jamais eu de travail de mémoire, ni de travail de vérité, que ce soit par rapport à l'indépendance, à la révolution, que ce soit par rapport au traumatisme. Il n'y a pas eu de travail, pour guérir tous les traumatismes de nos parents. Donc ces traumatismes sont transgénérationnels. Toutes ces peurs, en fait, quelque part, c'est légitime. Si les uns ont peur des autres, c'est parce que les uns ne connaissent pas les autres. C'est vrai que ça existe. On ne peut pas nier cela. Mais avec le Hirak, ça a complètement fait exploser ses frontières. Ça a complètement changé. Les uns ont fait connaissance avec les autres. Vous voyez des gens, qui disent mais en Kabylie aussi pareil. Le Hirak a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution, comme on l'appelle, du sourire. C'est pas une révolution de haine. Puis les revendications populaires et les slogans sont très clairs. Donc je ne comprends pas ce que les gens veulent éclaircir. Les gens sont sortis. Et pourquoi, au lieu de procéder d'une volonté d'apaisement, la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux se sont-ils laissés piéger, qui sont entrés dans une forme de réaction relativement très violente? Plus ils sont attaqués violemment et plus violemment ils réagissent, au lieu de ne pas
participer à cette démarche qui est vraisemblablement un piège, un traquenard justement, pour empoisonner le climat social des réseaux sociaux. Et oui, en plus de ça, ça a commencé en fait quand la vague de la Covid en fait avait un peu diminué. Donc on voit qu'il y a une panique quelque part. Hein. On ne sait pas exactement l'expliquer, mais on sent les choses. Donc il y a une panique et donc ils ont voulu faire très vite. Pourquoi? Parce que sur le terrain c'est totalement autre chose. Je veux dire, si le Hirak n'avait pas fait cette pause à cause de la Covid, on aurait vraiment vu des slogans. Je veux dire, les gens auraient répondu à ces gens comme ils l'ont déjà fait de façon magistrale. Et donc ils profitent, ils font vite, il y en a même qui sont très agressifs, ils sont dans la provocation. Mais il ne faut pas tomber dans leur piège en fait, parce que on peut discuter. Moi j'aurais aimé qu'il y ait par exemple Mziane Habban ou Ali Boucherka qui viennent aujourd'hui discuter sereinement. Et c'est ce que font les gens sur le terrain d'ailleurs. Il y a eu on a invité Mziane Habban, l'invitation est lancée à tous ceux qui souhaitent participer. Marhaba biham. Ben, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu un travail de mémoire ni un travail de vérité. Et cette opacité, elle est voulue, en fait. Plus il y a de l'opacité, plus on ne connaît pas notre histoire, plus ils ont menti sur l'histoire, plus il y a eu de l'instrumentalisation des valeurs de notre... Et puis quand ils disent, par exemple, bon, là, je vais sauter à un autre sujet, quand par exemple, le pouvoir dit « El Hirak el-Mubarak », en fait, c'est qu'ils veulent en tirer une légitimité à partir de ça. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ils s'attendent à briser ce Hirak, à faire exploser cette révolution, et un jour, ils vont dire « Ah, voilà, on va récupérer le Hirak Ta'kom qu'ils vous ont confisqué ». C'est-à-dire que le pouvoir veut toujours se présenter comme étant le rempart contre les extrémismes que lui-même a fabriqué. Et restez avec nous, j'aurais une question à vous poser sur ça justement tout à l'heure. Abdou Benjoudi, tout à l'heure vous aviez dit très justement que il y a après, depuis le corona, il y a un vide du Hirak. Le Hirak n'a pas mis à profit cette accalmie forcée pour essayer de s'organiser d'une autre manière, passer à une sorte de Hirak 2, essayer de jeter des bases d'une nouvelle forme de résistance pour ne pas s'étouffer, pour ne pas mourir d'immobilisme. Et c'est le cas réellement. Comment se fait-il que le Hirak n'ait pas réussi à s'organiser de façon à être dans une sorte de Hirak 2 tout en respectant le confinement? Je pense que l'objet de l'arrêt, le jour où on a tous décidé ensemble d'arrêter les marches le temps que la Covid passe, c'était dans l'objectif de varier la lutte et de varier la méthode et de voir comment on pourrait améliorer notre façon d'aborder quelques sujets, de parler de feuilles de route. Moi-même qui étais avec des amis en train de travailler sur ça, on a eu ce débat-là, ce faux débat, hein, parce qu'il faut préciser une chose. Là, on est en train de parler sur la pertinence ou pas d'un débat idéologique à l'intérieur du Hirak. Le débat en soi, idéologique, il n'existe pas, il ne se fera pas. Parce que tout simplement, toutes les raisons objectives pour qu'un débat puisse exister ne sont pas là. Et donc, on a pas mal de, on a remarqué qu'il y avait des choses à revoir dans notre façon de faire, dans notre façon d'aborder la société, la façon avec laquelle on aborde quelques sujets sensibles avec le régime. Et tout ça, on peut le faire, on a le temps de le faire, ce n'est pas perdu. Moi, je reviens sur cette question-là d'idéologie parce que c'est quand même très important de rappeler quelque chose. Comme j'ai dit, il y a deux parties. Celle qui a un besoin légitime de s'exprimer et de dire, voilà, moi j'ai peur de l'autre et j'ai envie d'être rassuré parce que j'ai une expérience amère. Et quand je dis cette partie, je ne parle pas des progressistes seulement, je parle aussi de certains conservateurs. Parce qu'il y a aussi une peur chez certains conservateurs. Moi, j'essaie d'être juste au maximum possible. Il y a des gens qui ont peur du côté, ce qu'on appelle les laïcs. Il y a d'autres gens qui sont aussi dans une peur. Ils ont besoin d'explications. Mais j'ai envie de rappeler quelque chose. Mais avant que vous nous rappeliez quelque chose, comment faire pour essayer justement
de rassurer les uns et les autres et leur demander de discuter les uns avec les autres au lieu de se regarder en chien de faïence? Revenir à la politique. La base de la politique, c'est l'art du possible. Fan el-mumkin. Et en politique, il faut qu'on soit objectif et pragmatique. Il ne suffit pas de dire on veut tout de suite, que les choses vont se faire forcément. Ça, c'est des slogans. Il y a le travail de galvanisation de slogans et de gagner une bataille morale face au régime. Il y a aussi le travail de fond, et ça, c'est un travail politique. Et en politique, on discute. Ça, c'est un fait. On ne peut pas passer outre. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. Moi, j'ai remarqué, dans les deux courants antagonistes, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les islamistes, encore faudrait-il expliquer ce qu'est un islamiste, et aussi chez ce qu'on appelle les laïcs, encore faudrait-il expliquer ce qu'est la laïcité par tous les modèles qui existent aujourd'hui dans le monde. J'ai remarqué des choses. Évidemment, il n'est pas normal d'aborder un débat aussi sensible, aussi explosif que celui des années 90, avec le poser un débat, le poser mal comme on est en train de le faire. C'est-à-dire qu'on accuse des gens et on dit « allez-y, prouvez votre innocence », sachant que c'est l'inverse qui doit se faire. C'est-à-dire que pour pouvoir inculper quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une justice libre et pouvoir faire ce travail, madame a parlé de mémoire, mais aussi et surtout un travail de justice. C'est-à-dire qu'on ramène tout le monde dans un tribunal libre, avec une justice totalement indépendante, et qu'on fasse ce travail de justice et de vérité, et que par la suite, qu'il y ait réconciliation, c'est une autre histoire, et c'est tant mieux. Ça, c'est de 1. Et cette histoire des années 90 est utilisée par tout le monde. Moi, j'ai été choqué, effectivement, qu'on ait ce discours avec ces paradigmes des des années 90, cette obsession d'inculper tout le monde comme ça et de se dire, OK, finalement, il n'y a qu'un seul fautif et on n'en parle pas, mais aussi, et c'est injuste, mais aussi, en même temps, certains de l'autre bord qui essayent aussi utiliser cette histoire des années 90 pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que certains puissent accuser matin au soir et d'oublier le régime et de parler que du fils ou de l'ex-fils. Il n'est pas normal aussi en même temps que d'autres gens ne fassent rien de leur vie que de dédouaner le fils et de parler que du fils. Moi, ces deux courants-là, je les mets dos à dos et je leur dis maintenant, votre problème des années 90, il ne peut pas être réglé à travers des communiqués, il ne peut pas être réglé à travers des émissions télé comme ça de loin, il doit être réglé dans un cadre de justice. Et pour arriver à cela, il nous faut des instruments. Ces instruments, on ne les a pas encore. Je ne suis rien, nous ne sommes personne pour pouvoir juger les gens sous une dictature pareille. On parle de terroristes. Les terroristes, M. Jamal El Benchenouf, ont été accueillis dans les palais du gouvernement. Et je parle du terroriste Madani Mzra qui a été accueilli par Ouihia, par exemple. Des terroristes qui ont assassiné ont été pardonnés. On parle d'islamistes, et moi je sais que le 3e homme de l'État algérien est un islamiste. Je parle de M. Chnim. Donc du coup, il faudrait nuancer. Et pareil pour les laïcs, c'est-à-dire qu'il y avait des laïcs au temps de Bouteflika au pouvoir. Ammar Ben Younous était un laïc, c'est connu. Khalida Toumi était une laïque, c'est connu aussi. Donc on peut être laïque et con, excusez-moi l'expression, on peut être aussi islamiste et con. Aujourd'hui, vous savez, Abdou Benjoudi, on en a parlé en privé, vous et moi, il n'y a pas longtemps, mais je suis littéralement sidéré, mais très agréablement sidéré, si on peut exprimer une telle formulation. Moi qui vous connais depuis assez longtemps, je vous ai connu avec d'autres convictions. Vous étiez réellement dans ce camp quasiment des éradicateurs. Vous teniez un discours très dur contre l'islamisme. Et aujourd'hui, vous avez changé à un point absolument incroyable, très admirable, j'allais dire. Vous êtes toujours dans vos convictions qu'il faut séparer la religion du politique, et vous l'expliquez d'ailleurs très bien avec des mots qui sont très clairs, mais dans le même temps, c'est un peu comme si vous aviez ouvert des yeux qu'on avait fermés, ou c'est comme si vous aviez réussi à vous désengager d'une gang, comme si vous... Comment cela a-t-il été possible? Comment avez-vous pu évoluer ainsi vers une vision beaucoup plus large, beaucoup plus objective? Très franchement, le Hirak est pour beaucoup. Le Hirak est pour beaucoup. Le Hirak a cassé un dogme, le Hirak a cassé une façon de voir et de faire. Encore une fois, il ne s'agit pas de conviction idéologique,
au politique. Il s'agit de la forme. Comment aborder la société? Est-ce que ces progressistes-là, depuis la nuit des temps, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, avec tout le respect évidemment que je dois à tous les acteurs politiques qui ont donné leur vie pour que nous puissions aujourd'hui parler librement, au moins, au minimum, une liberté qui n'est pas totale malheureusement. Mais est-ce qu'on a abordé la société de la bonne manière? Est-ce que réellement le progressisme ou le progrès vient de cette façon très stricte et de dire les choses, penser que le fait de dire les choses comme ça de façon très claire et directe et affirmée et parfois agressive suffirait à ce que les choses avancent et à ce que le changement et le progrès puissent être enclenchés dans la société? Évidemment pas. Aujourd'hui, et je pense aussi, très sincèrement et très honnêtement, que chez beaucoup d'islamistes, il faudrait qu'il y ait cette évolution objective d'un courant, ce que l'on appelle islamiste, vers un courant qui serait conservateur. C'est le cas, Abdou Benjoudi. Moi, du moins, c'est ce que je constate tous les jours. Hein. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle les mouvements laïques, qui passent vers aussi réellement vers du progressisme et de faire une relecture, comme j'ai invité... Vers une laïcité qui ne soit plus prise dans le piège de la haine de l'autre, Ni une laïcité, moi je le dis. De l'éradication, j'allais dire. On a peut-être chez certains une conception de la laïcité qui serait un peu très française, et puis la laïcité française correspond à la France. Le sécularisme anglo-saxon correspond aux anglo-saxons. Pourquoi pas réfléchir et creuser dans notre histoire plusieurs fois millénaire et de retrouver les valeurs de cette terre, qui sont les valeurs de la tolérance. Et j'ai toujours parlé de ça, c'est-à-dire que, très sincèrement, c'est effectivement une évolution de la pensée, sans pour autant lâcher mes convictions politiques ou autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps qui s'appelle le temps 1 dans un changement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, ni aux progressistes, et encore moins aux conservateurs, de vivre ce qu'il a envie de vivre sous une dictature. Le temps 1, c'est celui de changer de système politique. Abdou, restez avec nous, je dois faire circuler un peu le micro, mais vous me rappelez quelqu'un de mes amis qui, parlant de ce sujet, disait oui, nous sommes des laïcs, mais nous devons faire notre propre parcours laïque historique et ne pas prendre notre locomotive pour la mettre sur les rails des autres. Mais restez avec nous, Moussab Hammoudi. Ce procès d'intention que certains sont en train de faire aux islamistes, les accusant de vouloir surfer sur la vague du Hirak pour essayer de le contrôler, de le détourner et de s'en servir pour instaurer une république islamiste. Et ils disent donc... quand vous leur posez la question, vous leur dites non, mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu un seul islamiste dans le Hirak, et pourtant ils y participent comme tout le monde, islamiste ou conservateur d'une manière générale. Un seul leitmotiv islamiste, on ne l'a pas entendu. On n'a jamais entendu des islamistes revendiquer leur appartenance ou leur idéologie au sein du Hirak. Et alors là, ils vous ressortent ce procès d'intention, ils vous disent oui, parce que j'ai oublié le mot, comment on appelle, taqiyya. Ils savent cacher leurs intentions, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est un peu la présomption d'innocence, comme le disait Abdou Benjoudi tout à l'heure, qui est mise de côté. Ils sont sommés de justifier de ce quoi on les accuse. À votre avis, Moussab Hammoudi, comment peut-on se permettre un tel culot de faire des procès d'intention à des gens, à toute une partie du peuple, et de vouloir l'exclure de cette façon aussi brutale, aussi violente, alors que ces gens-là n'ont rien revendiqué du tout? Procès d'intention non recevable, de une parce que c'est un procès d'intention et de deux parce qu'il n'est pas concrétisé par des faits et même concrétisé par les faits contraires, parce qu'on se rappelle par exemple lors du Hirak à Constantine et à d'autres wilayas, mais celle de Constantine était frappante, lorsque dans la mosquée, lorsque les imams ont prêché pour suivre l'agenda du régime, il y avait des élèves, des étudiants issus de la faculté islamique, des études islamiques qui ont établi leur
leur parcours universitaire dans la faculté des études islamiques qui faisait descendre l'imam de son minbar et de lui demander de séparer la religion de la politique. Ce n'est pas un fait de sécularisme. Quel serait le sécularisme? Donc tout cela, c'est juste une machination parce que tout le monde sait que déjà nous ne sommes pas, je serai différent avec Abdou, on n'est pas dans le temps 1, nous sommes dans le temps 0. Pourquoi? Parce que le Hirak, tout le monde s'est entendu que c'est quelque chose de sans précédent. C'est-à-dire sans précédent, il n'y a jamais eu de forme de révolution qui a été avec cette forme et qui a duré aussi longtemps. C'est-à-dire que, et ça c'est la projection historique, lorsqu'il deviendra un objet historique que ça va être concrétisé, c'est une révolution postmoderne. Donc, à révolution postmoderne, même l'idéologie qui en découlera, entre guillemets, parce qu'on sait que dans le postmodernisme, le débat, c'est la fin des idéologies. Ça sera quelque chose qui ne sera ni du conservatisme, ni du progressisme, et ça sera un modèle authentique et unique. Il y a des réflexions à mener, il y a des axes à mener, ils seront menés sereinement. Mais ce que j'ai à voir, c'est que les deux ont ajourné ce topic et ils sont prêts à le remplacer. Que ce soit les vrais progressistes, parce que l'idée de progressisme, il faut savoir c'est quoi, parce que souvent on parle de conservatisme et de progressisme sans savoir c'est quoi. Et l'idée derrière, ce n'est pas juste l'histoire récente, celle des années 90, mais on traîne des casseroles de siècles durant. C'est-à-dire que même l'islam, parce que j'ai énormément aussi de problèmes avec les ismes, qui sont issus de l'école française plus que de l'école américaine, qui est beaucoup plus rigoureuse. Dans l'islam, ou disons le islamisme rapidement, l'idée est que la religion est un véhicule de science dans le sacré et dans le profane. Donc, et l'objectif, c'est d'atteindre la sagesse. Or, le progrès, c'est pour dominer la nature, c'est un peu la science comme puissance. Or, dans notre histoire lointaine, il y a une déformation des deux composantes parce que l'islam était mis en pause depuis le XIe siècle. Il n'y a plus de jurisprudence parce que c'est le moteur de l'avancée dans l'islam. Et pour le progressisme, il y a une mise en pause de l'empirisme qui est la mise en progrès de la science. Donc nous avons une histoire qui est en mode pause, qui n'avance pas, mais on a des échos, c'est-à-dire des échos sans bruit, c'est-à-dire c'est un processus. De la même manière, Moussab, aujourd'hui, qu'on a un Hirak en temps mort, au moins point mort, et où il y a une totale absence de débat politique, y compris par ces 10 partis politiques ou ces pseudo-partis politiques qui ne s'expriment plus ou alors qui font juste dans la petite récupération au rabais. Comment expliquez-vous cette totale absence d'expression politique, que ce soit dans les agoras, dans les médias, dans les universités, dans la rue, il n'y a plus de politique. On ne parle plus politique. Parce que l'atmosphère n'est pas aux politiques. Il n'y a pas possibilité de faire de la politique sous un régime autoritaire. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a opté, en tant que peuple algérien, en tant que citoyen, en tant que génération Z, faut-il le rappeler. Ce n'est pas la génération qui traîne soit les traumatismes post-indépendance, y compris pour les progressistes, ni ceux qui traînent les traumas post-années 90, conservateurs, mais nous sommes avec une nouvelle génération, la génération Z, comme on l'appelle, celle qui est branchée, qui est née avec les moyens de communication et les réseaux sociaux. Donc ici, il ne sert à rien de faire un débat politique avec cette génération sous ces conditions. Oui, mais donc, pendant le Hirak, Moussab, pendant le Hirak, il y avait quand même un certain débat politique. Nous parlions de transition avec tous les détails inhérents. Nous parlions de constituante. Nous parlions des voies et moyens qui pourraient nous permettre d'aller vers une structuration du Hirak, ou d'autres arrivaient pour dire non, ce n'est pas le moment de structurer, ce serait donner une tête à décapiter au régime, etc. Mais il y avait quand même... maintenant, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est parce que le Hirak, si votre réponse est oui, qu'est-ce qui empêche les gens de faire le Hirak à travers les réseaux sociaux, par exemple, de faire de la politique à travers les réseaux sociaux, chose qui ne se fait plus. Il n'y a plus de politique, même dans les réseaux sociaux.
Il faut savoir déjà que les réseaux sociaux, ça s'appelle l'espace virtuel, par opposition à la rue, l'espace réel. Et la politique se fait dans le réel. Le virtuel n'est qu'un véhicule. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand la rue s'est confinée, elle a opté pour le social, pour le solidaire. Donc elle a mis de côté le politique, parce que le politique c'est le concret, c'est là où on se querelle, c'est là où on argumente, c'est là où on est passionnel. Et ça, c'est pas possible dans les réseaux sociaux. Là où on se démarque et là où on s'exprime. Oui, absolument, mais bon, c'était le choix historique. Pendant le confinement, la somme des Algériens n'ont pas opté pour le politique. Et d'ailleurs, c'est pas sans raison, parce que quand ils étaient dans les rues sur l'espace réel, ils ont fait des propositions pour le régime qui les a toutes déchirées. J'en ai compté quelques 80 propositions, à peu près tous similaires et semblables. Elles ont été toutes déchirées. Alors maintenant, le temps, faut le savoir, c'est pas le temps de la politique. Faut d'abord qu'il y ait le temps révolutionnaire. C'est pour ça que le Hirak, nous l'appelons Hirak parce que c'est notre camp. Mais dans la configuration générale, c'est le Hirak contre le régime militaire des généraux sécuritaires et c'est une révolution. Notre souhait d'abord, maintenant, c'est de mettre les généraux à genoux, c'est de les écarter de la scène politique pour pouvoir faire de la politique entre civils. Et restez avec nous, Moussab Hamoudi. J'aimerais que nous fassions, Jamila Harshawi, un tour de micro sur la façon que pourrait trouver le Hirak qui est en ce moment en point mort pour pouvoir se régénérer dans son confinement, qui pourrait trouver des voies et moyens pour essayer de débattre, de discuter, de projeter les nouvelles initiatives qu'il pourrait lancer tout en restant dans le confinement, comment faire de la politique, comment continuer le Hirak tout en restant chez soi, peut-être, je ne sais pas moi, des initiatives, sortir les drapeaux chaque vendredi dans ses balcons, pocher des youyou le vendredi soir, je ne sais pas, des initiatives et d'autres. À votre avis, Jamila Harshawi, comment faire concrètement pour permettre à ce Hirak 2 de repartir? Vous savez, c'est pas facile dans le sens où l'opération actuellement attaque groupée qui est en train de se passer, elle est en train de se faire, elle est synchronisée en même temps que le pouvoir est en train justement de réprimer tous les activistes qui osent s'exprimer sur les réseaux sociaux ou ceux qui essayent d'activer comme ils peuvent sur le terrain. Donc c'est très difficile, bien que il y a eu avec la technologie en fait, modèle Zoom et autres, il y a eu quand même pas mal de débats qui ont été organisés. Sauf que on a le sentiment en fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien intentionnées, qui sont sincères, qui sont favorables au débat, mais on sent qu'il y a derrière en fait des gens qui viennent, on dirait, parasiter cela. Parce que c'est des gens, en fait, tout le monde, n'importe qui, sait qu'un travail de vérité ou prenons n'importe quelle enquête en fait. Je veux dire ici par exemple quand on fait une enquête sur, je veux dire de l'argent, je veux dire public qui a été dilapidé ou quelque chose, une affaire de corruption, vous voyez l'enquête qui se mène pendant 1 an, 2 ans, voire puis on suit ça à la télé et tout. Donc ces gens-là savent que il peut pas y avoir de travail de vérité et que c'est pas possible. On peut pas discuter des choses aussi complexes et sensibles et explosives, comme l'a dit justement M. Benjoudi. C'est des questions qui sont très sensibles, complexes, très difficiles à aborder. On ne peut pas les aborder en espace d'un débat, d'une petite... non, mais on peut bien commencer, Jamila. Jamila, il y a en ce moment un Hirak absolument incroyable. C'est l'une des plus belles révolutions de ces dernières décennies. On n'a jamais vu ça. Autant de gens dans la rue pendant plus d'une année, de la façon la plus pacifique qui soit, et qui a été à un cheveu de mettre bas un des régimes les plus prédateurs, les plus policiers, les plus subversifs de l'histoire de l'humanité. Et ils ont été sauvés par le gong du corona. Donc bon, le Hirak sagement est parti chez lui, il s'est confiné, il a montré là sa haute tenue civique. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui étaient dans le Hirak se confinent aujourd'hui. Contrairement à d'autres qui ne respectent pas le confinement, qui pour la plupart n'étaient pas dans le Hirak. Mais maintenant, c'est une aubaine
inimaginable pour ce régime, qui donc est en train d'en profiter, qui est en train de nous faire lyncher les uns après les autres de façon individuelle, de propager des calomnies à peine imaginables et de tuer le Hirak à petit feu. Alors comment pouvons-nous faire pour, ne serait-ce que de petites propositions qu'on lance dans l'air comme ça, pour commencer à nous organiser de façon à ce que le Hirak 2 puisse repartir? Oui, en tout cas, moi je suis convaincue que si c'était pas la Covid, le Hirak serait reparti de plus belle. Je veux dire, rien qu'à voir le 5 juillet en France et ici, comment, je veux dire, les manifestations qu'il y a eu, et justement, les gens qui sont en train d'envenimer un peu le débat et tout, ils s'accommodent en fait de cette opacité, de ce flou et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est l'offensive. Donc ils essayent de court-circuiter un peu l'avancement des choses. Et alors que on sait, tout le monde sait, comme je viens de vous le dire, que ça prendrait au minimum, je veux dire, déjà il faut des médias libres pour pouvoir s'exprimer sur la décennie, sur ce qui s'est passé. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain demander à quelqu'un de me dire en espace, même si vous donnez 2 heures à quelqu'un ou 3 heures pour qu'il puisse parler, il faut une enquête, il faut un travail de vérité. Mais on doit continuer quand même à... Moi, je ne suis pas contre le débat, bien au contraire. C'est que de la discussion jaillit la lumière. Je ne suis pas contre les idéologies, que les idéologies puissent s'exprimer. C'est tout à fait normal, mais dans un contexte normal. Parce que dans un contexte comme celui-ci, un contexte révolutionnaire, c'est pas la même chose, c'est pas possible. Donc, on est en pleine dictature, comme l'a dit Massaad. Donc, comment on va faire si ce n'est discuter comme ça en organisant des visioconférences entre nous. Mais sur le terrain, les gens essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils essayent de s'exprimer quand ils peuvent, mais la plupart sont, je veux dire, ils sont persécutés. Je veux dire, c'est la persécution. Il y a la Covid et il y a la persécution du pouvoir. Et c'est terrible. Restez avec nous, Jamila. Abdou Benjoudi, donc, comme vous disiez tout à l'heure, ce corona qui est un peu en stand-by, et qui permet au régime d'en profiter pour essayer de le réduire davantage. Comment pourrait-on permettre au Hirak de se redéployer tout en restant confiné? Est-ce qu'il y a des moyens de lutte possibles dans le confinement? Que l'on finisse avec ce faux débat de faut-il, oui ou non, qu'il y ait un débat idéologique au sein du Hirak. Il faudrait, je crois, très sincèrement, calmer les esprits, dépassionner le débat et discuter. C'est-à-dire que ne pas faire... Parce que ni dans la forme, ni dans le fond, cette histoire de débat est possible ou est logique. Le débat est mal posé, le timing est mal choisi, et les interlocuteurs ne sont pas les bons. Parce que souvent on parle je crois, j'entends citer souvent Rachad, d'autres parlent d'un ancien chef de parti. Oui, mais qui me dit que ce monsieur représente le courant progressiste et qui me dit que ces gens-là représentent à eux seuls les conservateurs ou les islamistes et puis, est-ce qu'ils le sont? Comment? Pourquoi? Qui va représenter les travailleurs? Qui représente les avocats? Qui représente les gens de gauche, les gens de droite, les libéraux, les sociaux-libéraux? Enfin, je veux dire, à un certain moment, il faudrait se calmer et de reconnaître quand même que les conditions ne sont pas là. Nous n'avons pas les moyens de trancher dans rien du tout. Nous sommes dans une situation où il y a une dictature qui sévit et qui impose le statu quo. Quand je parle d'instruments, quand je dis qu'on n'a pas d'instruments, on n'a pas d'instruments dans la société civile ni dans les institutions de l'État. On est dans le non-État, dans la non-société. C'est-à-dire que même ceux, et ça je suis un peu étonné, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou c'est de l'idiotie, je me permets, d'aller vers quelque chose, dans un débat où on va remettre des libertés. C'est-à-dire on va remettre en cause des libertés de dire « Ah oui, moi j'aimerais bien parler avec les islamistes des libertés individuelles. » Mais je ne parle pas avec les islamistes des libertés individuelles, ni avec les laïcs, ni avec les gens de gauche, ni de droite. Les libertés, c'est quelque chose qui est tranché. Je ne discute pas des libertés individuelles, je ne discute pas des libertés fondamentales avec qui que ce soit.
C'est quelque chose qui est tranché. Allons discuter du caractère républicain et démocratique. Mais je ne discute avec personne de la démocratie ni de la République. C'est des évidences. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on est en train de se dire, et c'est pour ça que je me pose des questions parfois sur l'intention de certains. C'est une infime minorité qui, pour la majorité, ne croyait pas du tout au Hirak, et ça les arrange que le Hirak s'arrête d'ailleurs. Et en même temps, du fait qu'on n'a pas les instruments nécessaires de trancher, j'utilise le même argument pour dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui aussi de juger les gens des années 90, les responsables des années 90, et d'en finir avec ce traumatisme. Ça ne peut se faire que sous un système politique puissant, neutre, j'insiste sur neutre, démocratique et républicain. Et les règles démocratiques et républicaines sont connues. On va pas réinventer la démocratie encore une fois. Si aujourd'hui, certains islamistes n'ont pas compris que la démocratie, ce n'est pas un rapport numérique aux urnes seulement, que la démocratie, c'est le respect des minorités, que la démocratie, c'est aussi le suffrage universel, mais c'est aussi la séparation du pouvoir, mais c'est aussi la sacralité des libertés des gens, c'est qu'on a rien fait, c'est qu'on va tout refaire dès le début. Et moi, je crois qu'il y a des gens au sein de ce qu'on appelle la mouvance islamiste qui ont évolué, et tant mieux. Et pareil, dans la classe de ce qu'on appelle les laïcs, des gens doivent, et beaucoup ont évolué aussi, pour se dire, enfin, et entre nous, il y a des islamistes en Algérie. Et comment ces deux courants, dont vous parlez, ces gens qui sont modérés, pourquoi ne vont-ils pas l'un vers l'autre pour pouvoir parler justement? D'accord? Et comme ça, on peut plus rien reprocher aux nazis, et on les jette dans la mer et on en finit. Soit on se dit maintenant, il faudrait un travail politique pour que nous puissions vivre ensemble. Moi, j'appelle au vivre ensemble. Et ça, je l'ai compris et je le revendique. Et ceux qui pensent autrement, ils n'ont qu'à nous dire comment ils souhaiteraient faire. Moi, je crois au progrès des sociétés. Je crois à ça et je crois aux outils. Un système politique est là, parce que j'insiste beaucoup sur ça, pardon, je n'ai pas bien répondu à la question, mais j'y reviendrai. Oui. J'insiste beaucoup sur ça, parce que les gens confondent entre projet politique et système politique. Un système politique englobe aussi le régime politique, by the way. Un système politique est là pour garantir l'égalité de tous devant la loi, la neutralité de l'État devant tous les acteurs politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur politique qui est favorisé ni par des moyens de communication, ni par les mosquées, ni par des journaux téléguidés par je ne sais qui, c'est-à-dire une neutralité parfaite de l'État et des outils et des instruments qu'on pourrait utiliser pour discuter et aborder la société. C'est ça un système politique. Quand on arrive à fixer ce minimum-là, et ça c'est un débat serein, là on peut discuter. Bien sûr qu'on doit discuter et il n'y a aucun mal là-dessus. Mais mettre les paradigmes, réfléchir, aborder la société avec les paradigmes des années 90 et parler matin, midi et soir des années 90, c'est-à-dire, nous, on va se sentir étouffés. C'est-à-dire que nous, cette nouvelle génération, même si moi je ne suis pas aussi jeune que ça, mais quand même, cette nouvelle génération va se retrouver étouffée dans un conflit qui existe depuis 30 ans et qui a envie de dire, mais bon sang, vous avez fait votre temps. Laissez-nous aujourd'hui mettre nos paradigmes sur la table et de discuter sereinement. Ce n'est pas dédouaner qui que ce soit. Nous disons juste de façon pragmatique, certaine, c'est-à-dire et très honnête et très sincère. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse, Jamel-Din ici, vous m'invitez, vous invitez Moussab, vous invitez X, Y, qui ont débat des idées, que ça soit chaud, et c'est très bien. Mais à quoi ça servira? À nous connaître? Le Hirak a déjà tranché certaines choses. Et en attendant, pour le Hirak, nous n'avons absolument moyen de trancher quoi que ce soit. En attendant pour le Hirak, Abdou Benjoudi, qu'est-ce que vous préconisez comme idée pour que le Hirak essaye de repartir d'une façon ou d'une autre, tout en restant confiné, ne serait-ce que, comme vous êtes en train de le dire, dans le débat d'idées, dans la discussion, les propositions pour des initiatives nouvelles? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est le temps, et on en a parlé même avant qu'il y ait ce faux débat-là sur les réseaux sociaux, parce que sur le terrain, je vous assure, moi j'étais à la marche 5 juillet à Paris, le débat est tranché. Et à Alger, moi j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, ils me disent qu'est-ce qui se passe chez vous? En Algérie, les gens, comme on dit en arabe, le débat idéologique. Ils sont dans autre chose. Il y a aussi une colère certainement de cette histoire du Covid. Moi, ce que je préconise, je dis qu'aujourd'hui, il est temps de réfléchir.
à travailler ensemble sur des feuilles de route, sur du concret. C'est-à-dire que ce retour, il faudrait qu'on se pose et que l'on fasse une autocritique de tout ce qu'on a fait jusque-là, faire une sorte de bilan. Beaucoup l'ont fait, moi-même je l'ai fait et je travaille tous les jours avec des amis qui me sont proches sur ces sujets-là, et d'écouter l'autre. Qu'on ne soit pas dans l'exclusion systématique. Tout le monde est le bienvenu. Tous les gens qui sont acteurs du Hirak doivent discuter entre eux, mais sur des règles saines, pas sur des procès d'intention, pas avec l'ombre des années 90, pas des calculs politiciens qui n'ont pas leur place aujourd'hui. C'est ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie qu'un problème personnel entre une personne et un groupe puisse jeter son ombre sur tout un débat national. Ça, on le refuse catégoriquement. Donc aujourd'hui, le temps, c'est celui de discuter, pas des projets politiques, mais de la façon avec laquelle ce système-là pourrait être déconstruit, ce processus de négociation qui pourrait être lent, comment le faire, prévoir un plan A, un plan B, un plan C, et puis désamorcer tous ces faux débats et toutes ces mines, si j'ose dire, qui enveniment le débat. Et Hamoudi, Moussab Hamoudi, quelqu'un m'a dit, un fin observateur du Hirak de la communauté algérienne à l'étranger, notamment en France. Il m'a dit ne pas avoir compris comment vous, la plupart des organisateurs du Hirak en France notamment, le plus important, celui qui rassemble le plus de monde, comment vous n'avez pas compris que si le régime vous craint, que pour lui le Hirak parisien est l'une des principales et des plus graves menaces qui pèsent sur lui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il déploie beaucoup d'efforts pour essayer de le désamorcer. Il m'a dit que le régime se félicite que vous n'ayez pas compris que s'il a peur de vous, c'est parce qu'il a peur que vous n'attaquiez sur le sol français les soutiens français du Hirak. Parce que lui, la France, c'est sa plaque tournante, c'est son cœur battant, c'est son principal protecteur. Et il craint que vous n'orientiez votre activité, votre énergie vers les autorités françaises pour leur enjoindre, pour les sommer de ne plus soutenir un régime aussi criminel. Et c'est ce que le Hirak n'a jamais fait. Comment pouvez-vous expliquer justement cette absence de perspicacité sur ce point-là précisément ? Déjà, je pense qu'il n'est pas un fin observateur parce qu'on a fait cela et peut-être qu'il n'est pas dans les démarches parce qu'on rencontre énormément de problèmes déjà dans les procédures et les autorités françaises savent très bien qu'on les dérange tout autant qu'on dérange le régime algérien. D'ailleurs, même lorsqu'on a fait le sit-in à Eutelsat, il y avait la mascotte de Macron qui a énormément dérangé au point que dans la déclaration suivante, ils nous ont tout accepté sauf la mascotte de Macron, le président français. Donc là-dessus, on fait un travail. Les autorités algériennes savent très pertinemment qu'on les dérange, les autorités françaises savent pertinemment qu'on les dérange. Et oui, mais peut-être me suis-je mal fait comprendre. C'est vrai que vous dérangez. La preuve, c'est que la presse française ne relaie quasiment pas les activités de la diaspora algérienne en France, notamment les grandes manifestations. Mais le Hirak parisien, finalement, c'est les mêmes slogans qu'à Alger, Madaniya Machi Askariya, transition constituante, mais il n'y a pas de tir groupé sur le soutien de l'État français au régime algérien, sur cette connivence très sournoise et très, très malsaine. Quasiment, moi je suis quasiment dans toutes les manifestations, mais je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu ce genre de manifestation, je veux dire, tournée principalement contre la connivence française avec le régime algérien. Vous vous souvenez du slogan « Généraux assassins, Macron complice » ? Oui, mais je ne dis pas non, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisamment groupé, ce n'est pas suffisamment intense. Non, parce que moi je pense pas que ça manque d'intensité, honnêtement, parce qu'il y a une graduation aussi dans le travail. Maintenant aussi, il y a des actions, parce que on a
il était convenu maintenant que le Hirak de l'avant-Covid ne sera pas celui de l'après-Covid, et dans l'après-Covid, il y aura une escalade. Donc, parce que nous aussi, on est orientés, parce que bien qu'on est établi ici en France, nous sommes orientés vers l'Algérie. Et donc, naturellement, maintenant, avec la reprise et avec le thème de l'escalade, on ira plus vers ce genre de travail, d'action. Il sera plus mis en exergue, c'est de quoi on s'était convenu. Maintenant, il reste que nous sommes dans cette période très étrange du Covid et du confinement. Bon, en France, on est en train de sortir, mais on reste toujours, notre action est dirigée pour soutenir l'Algérie. Il se trouve qu'actuellement, en Algérie, il y a quelque chose qui est terrifiant. Ce Covid, et les Algériens sont en train de payer une lourde facture, la facture de 4 mois de gestion par la police politique du régime sécuritaire militaire qui ont privilégié la gestion sécuritaire et répressive plutôt que la gestion sanitaire scientifique. Donc c'est le peuple, c'est le citoyen algérien qui paye la facture. Même la catégorie dénommée l'index bleu le voit, parce que comme c'est des habitués de l'assistanat, des fameux ils voient que le régime n'offre rien. Le régime ostensiblement sort maintenant l'option mortifère, c'est-à-dire il nous donne à choisir la manière de mourir, c'est la mort toute option, choisissez comment vous mourrez, par Covid ou par faim ou dans le large de la mer. Donc c'est une situation très particulière. Maintenant, il y a aussi une question qu'il ne faut pas esquiver, c'est le retour. Pour le retour, je le dis clairement, c'est l'option que je privilégie, et je le dis toujours, c'est l'escalade pacifique totale, c'est-à-dire quand il y aura plus cette pandémie, quand les choses reviendront à la normale, de sortir 7 jours sur 7, jour et nuit, 24 heures sur 24, comptabiliser le chrono sur entre 5 et 10 jours. Ce régime ne tiendra pas parce qu'il ne faut plus que ce régime reste dans les commandes. C'est un régime qui n'offre pas la vie. La rue scande la vie, lui il scande la mort. C'est un régime qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Pour trois raisons. Rapidement, oui. Parce qu'il n'offre pas la sécurité pour les citoyens, on l'a vu avec la crise du Covid, donc pas de vision à court terme. Il n'offre pas la gestion de l'État, on l'a vu, et c'est à moyen terme. Et il n'offre pas la gestion aussi pas de vision ni nationale, ni régionale, ni internationale, et c'est le long terme. Donc il n'offre aucune option, il faut le mettre à genoux, il faut l'écarter de la scène. Et qu'en est-il, Moussa Hamoudi, de la prochaine manifestation des Algériens à Paris au Trocadéro ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails, vous qui êtes l'un des organisateurs justement ? Justement, je profite et je vous remercie pour l'occasion. Donc c'est ce samedi 18 au Parvis des droits de l'homme à l'esplanade Trocadéro, donc près de la Tour Eiffel. C'est un sit-in qui commencera officiellement à 14h, mais le temps des préparations, les gens peuvent venir tranquillement après le marché. Donc, on fera un sit-in justement pour défendre le droit d'expression notamment, et donc défendre les journalistes tels Abdessamih Abdelhaï, Khaled Diadrarni, mais pas que, mais aussi défendre tous les militants qui sont prisonniers, que ce soit Abdallah Ben Naoum et d'autres, la liste est longue. Donc, ça sera sur ce thème. Il y aura des activités très intéressantes. On demande à tout le monde d'être présent. C'est ce samedi 18 juillet. À partir de 14h environ, mais ça peut aller à 15h, 15h30. Merci. Au Parvis des droits de l'homme, Esplanade Trocadéro, Paris. Très bien. Alors ce samedi au Trocadéro, Jamila Harshawi, nous arrivons à la fin de l'émission et vous avez le mot de la fin. Jamila ? J'ai juste envie de dire oui. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Ok. En fait, moi, j'ai envie de lancer un message, en fait, de demander à ces gens, en fait, nous avons tous été traumatisés par la décennie noire, et j'ai envie de leur dire, arrêtez de faire porter les lunettes des années 90 aux jeunes générations. Laissez-les vivre leur vie. Ils sont assoiffés de liberté, ils sont assoiffés de vivre, de prospérité. Moi, par exemple, personnellement, je ne rêve pas d'une Algérie où il y aura le fils demain avec Saïd Saadi. Moi, je rêve d'une Algérie plurielle. Moi, je rêve d'une Algérie où il y aura plein de jeunes qui vont justement fonder des partis politiques au point où on va oublier les autres. On va les oublier tellement qu'il y aura des jeunes qui vont fonder des partis. Arrêtez de faire voir aux gens, avec vos lunettes, de leur faire porter
les lunettes des années 90. Et puis j'ai envie de dire aux gens pour discuter, on ne fait pas de procès d'intention. Parce que quand je viens discuter avec quelqu'un et il juge, en fait, c'est du takfir, parce que l'état d'esprit, le takfir, c'est un état d'esprit. Parce que le takfir, c'est quoi? C'est juger votre conviction, votre conscience et juger votre foi. Juger l'invisible. Et quand vous jugez quelqu'un, vous lui faites des procès d'intention, vous le condamnez d'avance, on ne peut pas discuter avec quelqu'un comme ça, de borné. Parce que quand on prône des idées, des pensées libérales, des pensées de tolérance et de démocratie, on doit faire table rase et on doit discuter sincèrement et mettre tous les clivages de côté. Merci. Merci Jamila Harshawi, merci Moussab Hammoudi, merci Abdou Benjoudi, merci à vous mes chers amis. Mais avant de vous quitter, un petit flash, quelques infos. Abdallah Ben Naoum, son procès et le procès de Yassine Khaldi reporté à la prochaine session criminelle pour raison de santé d'Abdallah, un constat fait par le médecin que la justice a désigné. Pourtant, la demande de sa mise en liberté provisoire a été refusée. Ali Rderi, l'ex-général-major candidat à la présidence, donc de source très sûre, l'ex-général candidat, a interrompu sa grève de la faim pour cause de Covid. À Seddouk, dans la wilaya de Bjaya, une marche populaire massive pour demander la libération des détenus d'opinion. Plusieurs hôpitaux d'Algérie, que nous ne citerons pas tous, sit-in du personnel de la santé dans donc plusieurs hôpitaux algériens, dont celui des Belbadis de Constantine, celui de Slimane Amirat de Barika dans la wilaya de Batna, celui de Ain al-Bayda et d'autres établissements hospitaliers du pays. Les personnels soignants y dénoncent dans ces sit-ins le manque de moyens et les agressions dont ils sont victimes. Et j'en profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à Madame Youss Fatima, mère de disparue et grande militante engagée pour une cause juste, la cause des familles des disparus, pour une vraie dynamique, vérité et justice contre l'impunité. Khawala khair, bissalama.